Moi, c'est Dr. Jacob Witex. Je suis ici à Kigali, African Institute for Mathematical Science. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager ma connaissance sur le mathématique, traitement d'images, vidéo. Okay. Je vois total 8, M. Chérif, Kentia, Mohamed, Konaté. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'ouvrir votre caméra puisque on puisse se présenter avant de commencer. Juste 30 secondes, vous présenter brièvement. On commence la session. Est-ce que vous arrivez à me recevoir? Oui. On vous reçoit. Je pense que vous devez réagir pour que je puisse savoir. Les étudiants, vous devez réagir pour que je puisse savoir. Je ne sais pas comment ça se déroule ici, mais est-ce que c'est possible de faire une présentation, peut-être vous ouvrez vos caméras, peut-être en 30 secondes, et puis je puisse connaître. Oui, bon, maintenant, peut-être le question de se présenter un peu. Après ça, maintenant, vous faites me connaître davantage. Après ça, vous faites maintenant faire une présentation. Et maintenant, les points les plus importants. Et aussi, maintenant, s'il doit aussi faire pour le faire également. Pour ça, voilà. OK, donc, merci, Monsieur Mustafa. Nous allons démarrer. Je vais partager mon écran. J'ai mis sur la plateforme les différents 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la première séquence. Donc, je vais parcourir brièvement les points importants. Et le TD qui est rattaché à cette première section-là, c'est un TD numéro 1 qui est sur les opérations morphologiques. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, en fait, avant de parler du traitement d'image, on va parler plus généralement d'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Pourquoi c'est compliqué de les gérer avec un ordinateur? Comment les images sont représentées en informatique? En général, une image est un tableau avec des nombres à l'intérieur, des nombres entiers ou une image de niveau gris. Les nombres sont entre 0 et 255. Donc, une image est représentée par une fonction de Z2 vers l'ensemble d'arrivées 0, 255. Ça, c'est des images en niveau gris. Donc, il faut savoir que, en fait, quand on parle d'image ici, nous allons chaque fois les représenter sous forme de tableau. Et chaque point du tableau représente en fait un pixel. Et donc, comme je disais tantôt, cette fonction i là, que je l'écris là, c'est en réalité notre image ici, qui est représentée par le tableau que vous voyez là, avec des pixels à l'entrée. Dans les entrées du tableau, les coordonnées sont prises dans Z au carré. Nous avons l'abscisse qui est pris comme le nombre de lignes, le numéro de lignes, et puis l'ordonnée qui est pris comme le numéro de colonne. Et donc, la valeur de pixels, ici pour notre image en gris, c'est dans 0,255. Donc, par exemple, si nous voulons trouver la valeur du pixel à la deuxième ligne, deuxième colonne, la valeur nous donne 89 dans le tableau que j'ai souligné, j'ai encerclé
en rouge. Donc, en fait, A, en fait, c'est notre domaine de définition pour la fonction. Donc, une image, en général, une image est lue sous forme d'une fonction. La représentation mathématique d'une image, c'est une fonction. Et je peux prendre une image à peut-être 800 lignes, 600 colonnes. Donc, notre domaine ici, c'est l'intervalle 0 à 800 fois l'intervalle 0 à 600. Donc, si on fait un zoom sur ce petit chien-là, on voit à quoi ressemble l'image dans l'ordinateur. Donc, on voit une série de tableaux, un pixel avec une cage de tableau d'un élément de notre fonction. Donc, à la vue normale d'un être humain, nous voyons ce chien, mais l'ordinateur ne reconnaît que des tableaux. Donc, chaque valeur de cette image-là représente le pixel sur ce tableau. Nous avons d'autres types d'images en 16 bits, 32 bits. L'ensemble d'arrivée est plus large. Lorsqu'on augmente le bit là, ça veut dire que l'ensemble d'arrivée est plus large que 255. Donc, la représentation mathématique, c'est de l'intervalle z carré vers l'intervalle 0, 2 puissance 16 moins 1. Parce qu'on augmente le bit. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que cela veut dire des images à l'ensemble d'arrivée plus précis. En fait, ici, les capteurs qui ont été utilisés pour mesurer la lumière permettant de produire une image sont des capteurs plus sensibles, de donner des précisions, des constantes plus importantes que les capteurs classiques de caméra, appareil photo. Donc, en fait, ici, lorsqu'on augmente, on élargit l'ensemble d'arrivée, c'est pour plus de précision sur l'image. Et l'intérêt ici, on va voir en astronomie, domaine qui requiert certaines précisions sur les images. Donc, on a besoin de mesurer des objets très, très sombres afin de pouvoir délimiter une galaxie, le fond spatial qui est noir. Et peut-être quand on va dans le domaine médical, nous avons besoin de beaucoup plus de précision sur la qualité d'image. Parfois, les tissus sont des fonctions qui peuvent avoir des couleurs visibles très proches d'autres tissus. Donc, plus le capteur sera précis, plus cela pourra montrer les différentes positions sur l'image. Donc, on a besoin en fait de plus de précision. Voilà pourquoi on élargit le domaine d'arrivée. Maintenant, là, on va voir la représentation des images couleurs. Jusqu'à présent, on a parlé des images niveau gris. Donc, les images couleurs sont des applications d'un sous-ensemble Z au carré vert dans un ensemble triplé de 0 à 255. Au lieu d'avoir une seule image ici, on a en fait trois différentes images. Une image qui indique l'intensité rouge pour chaque pixel. Et l'autre aussi indique l'intensité rouge pour chaque pixel vert. Et l'autre indique aussi l'intensité de bleu pour chaque pixel. Donc, en fait, les images
couleurs là sont définies par une fonction de z carré dans cet ensemble-là, dans cet ensemble-ci. Et ça, c'est l'ensemble d'arrivée. Et le premier élément de ce triplet-là, c'est la couleur rouge. Le deuxième élément, c'est la couleur verte. Et le troisième, c'est la couleur bleue. Pour chaque pixel, on a 3 valeurs. Donc, pour chaque pixel qu'on prend ici, on a 3 valeurs, la valeur verte, la valeur bleue, la valeur rouge. Voilà pourquoi I est une fonction de z au carré vers un triplet. Le produit cartésien de dimension 3. Donc, pourquoi la couleur bleu, vert, rouge sont les 3 couleurs primaires en lumière? Parce que ce sont les 3 longueurs d'onde à laquelle nos yeux sont sensibles. Notre cerveau est basé sur le mélange en fait de produire une couleur. Mais pas les mêmes couleurs primaires en peinture. En peinture, on utilise le rose, la couleur rose et le jaune. Pourquoi une peinture, on utilise une autre base de couleur en optique? En optique, la peinture n'est pas une synthèse additive comme si on prend les rayons émis par l'écran ou par la source et un impact à l'œil. On parle d'une synthèse additive à l'œil. Il y a aussi la synthèse soustrative, lorsque les rayons de la lumière ne vont pas directement à l'œil. Okay. Maintenant, voilà quelques exemples là que vous pouvez voir. Nous avons une image médicale à couleur. On définit par cette fonction-ci. Nous avons élargi l'ensemble d'arrivées de l'intervalle 0 à 2 puissance 13 moins 1 pour avoir beaucoup plus de précision parce que là, on peut traiter les images médicales. Donc, on a beaucoup plus besoin de précision. Et en fait, la précision dépend de l'âge, plus le domaine de l'âge. Et lorsque nous sommes dans le cas des images couleurs, on prend un produit cartésien à dimension 3 de l'ensemble. Donc, l'être humain sait reconnaître dans une image les objets car on les connaît normalement. Mais les ordinateurs, on a besoin de capter d'abord la valeur de mathématique de l'image sous forme de tableau. Donc là, lorsqu'il s'agit de 3D, ouais, l'ensemble de départ devient Z3. On prend le numéro de ligne, le numéro de colonne et puis le mouvement pour la troisième dimension. Et lorsque c'est au niveau, une image au niveau de grille, on prend comme ensemble d'arrivées à dimension 1. Mais lorsqu'il s'agit de peut-être un film, on veut voir peut-être un film en 3D, alors notre fonction mathématique serait prise par les coordonnées spatiales z carré avec les coordonnées temporelles. Et puisque s'il s'agit de couleurs, là, l'ensemble d'arrivées doit être de dimension 3. Bon, donc ça, c'est juste des plages, des intervalles. Lorsque nous voulons voir notre vidéo en HD, donc ça veut dire qu'on doit prendre notre codomaine, notre domaine doit contenir 720 lignes avec 180 et 1280 colonnes avec le coordonnées temporel. Dépendant de la qualité de notre vidéo, le nombre de lignes augmente proportionnellement.
Mais maintenant, pourquoi notre traitement d'image est difficile? Comme je disais tantôt, l'être humain sait reconnaître dans une image des objets car il les connaît. On les a déjà appris dans notre vie depuis tout petit. Mais l'ordinateur, une image est simplement une série de nombres rangés dans un tableau. Pas, pas de couleur, il n'y a pas de constante à reconnaître. Donc l'ordinateur ne connaît pas en avance les objets à reconnaître dans une image. C'est ça qui rend le traitement un peu compliqué. Donc, si les valeurs contenant des pixels, des valeurs faibles par carré foncé, et nous avons aussi des valeurs élevées par carré clair. Donc, c'est à nous de définir une convention, comment on va analyser notre image. Alors, donc, vous voyez, lorsque nous voyons cette image-là, tout de suite, lorsqu'on nous donne ce tableau, on ne pouvait pas imaginer en avance que voilà, l'image correspondante, c'est eux. Parce qu'on n'a que des nombres. On n'a que des nombres. Donc, on ne peut pas l'identifier en avance. Imaginons que nous avons cette image-là et puis on veut reconnaître l'objet dans cette image-là. C'est parce que en tant qu'être humain, nous avons appris, nous savons déjà que voilà, ceci c'est un avion. Mais on ne sait, l'ordinateur ne sait pas si l'avion en fait c'est juste une partie, cette partie-là ou juste cette partie. Donc il faut indiquer l'objet que nous voulons reconnaître dans l'algorithme. Donc, pour délimiter, reconnaître un objet dans une image, il faut avoir une connaissance sur cet objet. Et c'est ça que nos algorithmes devront encoder par l'ordinateur. Dans les programmes arithmétiques, le programme, il faut programmer la connaissance que l'on a de l'objet. Et cette connaissance-là, dans cette approche, sera transmise par ce que on appelle l'élément structuré. Je vais définir tout à l'heure qu'est-ce que l'élément structuré dans la suite. Bon, donc, vous pouvez voir sur cette image-là, sur ce scanner, où est l'estomac. Donc, à moins que vous avez des connaissances, si vous n'êtes pas du domaine, vous n'êtes pas spécialisé, vous n'êtes pas spécialiste d'observer les images médicales, vous ne pouvez pas situer l'estomac sur ce schéma-là. Donc, en fait, notre procédure, c'est de pouvoir coder, en fait, l'objet que nous voulons reconnaître, en fait, dans cette image. Bon, on va plus vite parce que on va partir à l'essentiel. OK, donc en fait, un exemple d'image bleutée, on rajoute énormément de bruit, perturbant le nombre de pixels en leur donnant sur la valeur 255, soit 0 aléatoire. L'ordinateur on peut avoir de bons algorithmes capables de reconstituer l'image de départ en analysant les distributions de bruit avec les valeurs de pixels. Donc ici, vous voyez, c'est le bruit dont je parlais tout à l'heure. Là, l'ordinateur aura des difficultés de compréhension générale de l'image en utilisant cette capacité d'être juste une machine à calculer pour éviter de tomber dans les travers de l'interprétation de l'image.
et de borner uniquement à des calculs précis, permettant parfois d'obtenir des résultats dans le cerveau. Donc, quelques applications du traitement d'image. Nous avons traitement en robotique autonome. Là, on a de nombreuses tâches de traitement qui sont effectuées par la machine pour détecter les obstacles, planifier un trajet, s'orienter dans l'espace. Nous avons aussi d'autres applications dans le domaine des effets spatiaux. Et nous avons aussi une autre application dans le domaine médical. Là, l'ordinateur peut aider les médecins à extraire des organes depuis des images de scanner d'IRM 3D et aider à réaliser le diagnostic d'un patient. Okay. Donc, bon, voilà brièvement ce que je peux dire sur le premier. Je vais partager le deuxième. OK. Est-ce que ça suit? Oui, on voit l'écran. OK. Si. Donc là, on va maintenant apprendre comment faire des explorations morphologiques, mathématiques, pour le traitement d'images. Ici, nous allons plus parler sur les éléments structurants que j'avais donnés préalable. En fait, le domaine de morphologie mathématique, ça a été inventé par le français Georges Mathurin et puis Jean Serra en 1904. Bon. Après, initialement, c'est dans le but de répondre aux problèmes liés à l'exploitation minière, extraire des roches, relever des mines ou mesurer la teneur générale de la mine. Mais après, bon, on en a trouvé plus d'utilité de l'utiliser dans le traitement d'images. Donc, le point principal ici, c'est les éléments structurants. Ce sont fondamentaux, centraux pour comprendre le traitement d'images par la morphologie mathématique. Et cela nous aide à encoder dans un algorithme de traitement d'image une connaissance sur l'objet sur lequel on souhaite faire le traitement. Et c'est ces éléments structurants-là qu'on va parler tout à l'heure, ça nous permet de coder les formes géométriques qui ressemblent aux objets ou qui posséderont les propriétés des objets que l'on souhaite traiter avec nos algorithmes. Et ici, comme vous voyez, ça indique les différentes étapes du traitement morphologique. Et la première étape ici, nous avons l'image initiale, l'image améliorée, l'image segmentée, la segmentation améliorée, l'extraction d'informations. Donc, en fait, les opérations ou bien les algorithmes morphologiques ici, là, ça nous permet de parcourir ces différentes étapes classiques pour le traitement d'images. Bon, donc, là, je vais définir maintenant qu'est-ce qu'une image binaire. Et une image améliorée. Donc, je pense que je peux peut-être encore parcourir ici. Donc, ici, pour des raisons de visualisation, l'image doit être améliorée pour la première étape. Pour simplifier les tâches
pour les algorithmes de traitement qui s'exécuteront après. La morphologie va permettre d'améliorer une image. Donc, pour la deuxième étape, l'image est segmentée. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est de pouvoir diviser en des régions avec des pixels d'intérêt et des pixels sans intérêt. On veut changer des valeurs de pixels en plusieurs groupes, en fait. Donc, exemple, les pixels qui prennent des valeurs 0, 1, 2 pour représenter les pixels de différents objets. Donc, on voit qu'à cette deuxième étape-là, la morphologie possède des algorithmes permettant de segmenter une image. L'étape qui suit, c'est la segmentation améliorée. Donc, le traitement formé sur l'image segmentée, ça permet de travailler sur les classes de pixels qu'on a extraits précédemment et améliorer les formes obtenues. Et enfin, d'extraire l'information, l'extraction d'informations, c'est-à-dire afficher des flèches à côté de chaque couleur, forme d'objet, faire des mesures dans l'image à partir de la segmentation. Donc, il n'y a pas que la morphologie en traitement d'image. Il y a de très nombreux d'algorithmes permettant d'améliorer une image ou segmenter. Donc, la morphologie mathématique, c'est une méthode de traitement d'image. Bon, donc, tout à l'heure, je disais alors, qu'est-ce qu'une image binaire? Et l'élément structurant, c'est ça qui va nous permettre de faire les opérations morphologiques, la dilatation, l'érosion, l'ouverture et puis la fermeture qui se figure sur le TT. Donc, on veut comprendre les différentes façons de représenter une image. Donc, nous allons définir les images binaires. Les images binaires, en fait, on peut les classifier en deux types. Une image binaire de dimension n peut être vue comme un ensemble de z carré sur z carré en dimension 2. Là, c'est en fait l'élément structurant correspondant. Et nous pouvons représenter cet élément structurant sous forme de tableau. Donc, une image binaire, en fait, ce sont des images où les pixels n'ont que deux valeurs possibles. N'ont que deux valeurs possibles. Deux classes de valeurs possibles. Les pixels appartenant à un objet spécifique et les pixels appartenant au complémentaire de cet objet-là. Donc, cet exemple-là, c'est une image à 2D. Vous voyez là. Ça, c'est l'élément structurant d'une image à 2D, qui est un sous-ensemble de Z carré avec les pixels de coordonnées de 1, 3, 2, 2, 2. Donc, ça comporte en réalité 3 pixels allumés appartenant à l'objet. Et le reste de pixels, comme n'appartenant pas au complémentaire de l'objet. Donc, il n'y a que deux classes là. Il n'y a que deux familles de pixels. Donc, représenter une image binaire comme une liste de coordonnées de pixels qui appartient à l'une des deux classes. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Dans cet exemple que vous avez donné, est-ce qu'on peut dire que la dimension est trop? Mais comment on reconnaît la dimension? Ici, oui. Ici et là, nous sommes, ouais, le 1 là, c'est un pixel de l'image. Donc, c'est pris dans Z2.
Dans la dimension ici, c'est 2. Le domaine de définition de l'image. Ok. Ouais. Donc, voilà ce que tu vois. Cette image-là, on peut le représenter sous forme de ce tableau-là. Et nous avons le nombre de lignes, le nombre de couleurs. Maintenant, nous avons 2 classes. La classe de l'objet et la classe de complément de l'objet. Donc, dans cette image, on peut spécifier le domaine de l'image, c'est-à-dire la taille de l'image. Mais en général, une image binaire, la taille est soit la même taille que celle du départ, ou soit la plus petite taille nécessaire pour englober les pixels à 1, tous les autres à 0. Bon, donc, notre élément structurant ici, si nous prenons comme origine l'origine du repère là, nous avons les coordonnées de 1, coordonnées de 1 en dimension 2. Donc, de 1 là, c'est peut-être ce 1 là que nous sommes en train de représenter. Le 3, 2, peut-être c'est cette valeur là. Et puis, le 2, 2, cette valeur. Donc, dépendant de la position de notre origine du repère sur l'élément structurant, on peut maintenant identifier les éléments de l'élément structurant. Donc, sur l'objet, on a 1, 1, 1. C'est ça qui se figure sur la fonction i. Mais les autres, là, on le met automatiquement à 0, 0, 0, 0, 0. Monsieur, Oui. je voulais savoir si j'avais bien compris. Donc, l'élément structurant, c'est tous les pixels qui appartiennent donc à notre image ou à Oui. notre objet au sein de l'image. Oui, l'élément structurant ici, on le représente, d'abord, on peut le représenter sous 2 formes. Il y a la forme mathématique, qui est I là, sous forme de coordonnées, et la forme du tableau. Maintenant, comme je disais là, on a 2 classes. On a 2 classes. Il y a la classe des objets, de l'objet, et le complément de l'objet. Donc, notre objet là, pour pouvoir identifier notre objet, on le met à 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1 qui est sur ce tableau-là, c'est ça qui est l'objet. Maintenant, les autres éléments, les autres pixels sur l'image, on les met à 0, 0, 0, 0. Donc, on n'a que 2 classes possibles. Mais pour pouvoir l'identifier en représentation mathématique, on le nomme à I, qui comporte les coordonnées. Donc, on représente juste les valeurs de pixels appartenant à l'objet. Donc, si on n'a que les valeurs de pixels appartenant à l'objet, on remet tous les autres à 0, 0, 0, 0, 0 dans le tableau. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Donc, ici, là, très important qu'on doit savoir, c'est le pixel central de l'image est au pixel encadré en rouge et doit être nécessairement pris comme centre du repère. Parfois, on peut définir peut-être l'élément 1 ici, là. On peut le nommer comme le centre de notre repère. Donc, ça dépend des cas. Donc, en récapitulatif, un élément structurant, c'est simplement une image binaire de l'espace discret dans Zn. Zn en dimension n. En 2D, un sous-ensemble de Z carré, et en 3D, un sous-ensemble de Z au cube. Donc, on va définir par E notre élément structurant. Et ici, nous pouvons prendre
1 pour notifier que les points sont clairs et 0 pour notifier que les points sont foncés. Donc, si je prends E, qui est notre élément structurant là, nous avons 3 pixels. OK? Maintenant, nous prenons comme origine du repère le pixel 00 qui est là, on prend comme origine. Donc, avec ça, maintenant, nous pouvons représenter dans le tableau les autres à coordonnées -1 et 1. Et donc, je pense que à coordonnées -1, nous sommes ici. Nous sommes dans cette case-là. Et à coordonnées 1, nous sommes là. Donc, ça veut dire qu'on va mettre 1 sur la diagonale. Sur cette diagonale, on met 1 sur cette diagonale et 0 ailleurs. Donc, c'est ce que je disais tantôt. On met 1 sur cette diagonale qui représente les coordonnées qu'on a et 0 ailleurs. Est-ce que ça suit? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça suit, monsieur. OK. Donc, en fait, quand on travaillera en traitement d'image des applications, on considérera l'élément structurant sous forme visuelle, tableau, pour comprendre à quoi il ressemble. Mais on travaillera avec des définitions pour définir les algorithmes. On travaille avec les éléments structurants comme une liste de pixels dont donc sa définition mathématique sous forme d'un sous-ensemble de Zn. Donc, quelques exemples d'éléments structurants. Nous avons l'élément structurant gamma 4, 8, à qui on associe respectivement des points, un point à ces 4 voisins. Donc, gamma 4 là, nous voyons que l'origine ici, c'est l'origine du repère, on le prend à 0. Et 1, ce sont les 4 voisins. Pris par rapport à l'origine du repère. Et à coordonnées -1, 0, 1, 0, 0, 1, puis 0, -1. Donc, gamma 8, en fait, ici, c'est, comme vous le voyez, on prend la réunion de gamma 4 avec c'est un autre sous-ensemble. Et c'est ça qui nous donne ce résultat-là. Gamma star, on le définit par lorsqu'on enlève l'origine du repère. Donc, en 3D, nous définissons aussi gamma 6, gamma 18 et gamma 26, et qui associent respectivement à un point de ces 6 voisins pour gamma 6, 18 voisins pour gamma 18 et puis 26 voisins pour gamma 26. Ici, là, gamma 6 c'est un pixel en 3D appelé, un pixel en 3D appelé vocel. Et le vocel de l'origine plus les 6 autres vocels que partage une face avec le vocel de l'origine. Et c'est ça qui forme gamma 6. Gamma 18, on rajoute tous les vocels qui partagent une arête avec l'origine. Et gamma 26, tous les vocels qui partagent une face avec une arête ou un sommet avec le vocel de l'origine. Bon, donc, comme exercice, là... J'ai une question oui? là. Oui. À quoi servent les éléments structurants dans la vie courante, dans ce domaine, quoi? Oui. En fait, les éléments structurants, c'est ça qu'on va utiliser pour les opérations morphologiques. On en est encore au début, pour pouvoir faire la dilatation, l'érosion, la fermeture. Lorsqu'on veut faire... on veut peut-être avoir plus d'éclaircissement. Si on prend une image et puis on veut plus éclairer l'objet
dans une image donnée, on a besoin nécessairement d'avoir un élément structurant par lequel on peut augmenter le contraste, on peut enfoncer l'image, agrandir ou bien diminuer. Donc, cet élément structurant qu'on est en train de définir ici, ça va nous aider à pouvoir traiter l'image avec les différents types, comme la dilatation, l'érosion, on va voir ça tout à l'heure. Tu vas voir que dans l'opération de dilatation, on a besoin nécessairement de l'élément structurant. Bon, donc peut-être si nous voulons peut-être peindre le sol et le mur, le pointeau de la peinture là, qu'on va utiliser là, on peut le voir comme notre élément structurant. C'est ça qui va nous servir peut-être à peindre ou à enfoncer l'objet que nous sommes en train de peindre sur le mur, bien sûr le sol. Donc peut-être à la suite, tu vas voir plus d'éclaircissement. OK? C'est bon? Ok, oui. OK. Donc, avec cet exercice-là, dessiner l'élément structurant correspondant à cet ensemble de points de Z carré. Je pense que tout le monde peut faire ça, hein, avec l'explication que je viens de donner tout à l'heure. Donc, on veut dessiner l'élément structurant. L'élément structurant, comme je disais, c'est sous deux formes. Il y a la forme représentée sous forme d'ensemble de pixels et il y a la forme du tableau, sous forme de tableau. Et c'est ça qu'on vous demande de dessiner là. Alors, est-ce qu'il y a de réactions? Comment vous pensez qu'on peut faire ça? Bon, on peut dessiner, comment dire, on peut avoir un tableau déjà et essayer à chaque fois qu'il y a un élément, mettre un ou bien une couleur particulière pour différencier des autres éléments. Okay. Donc, on a deux classes ici, la classe 1 et la classe 0. Maintenant, où est-ce qu'on va prendre l'origine du repère? Au centre, 0, 0. Voilà, au centre 0, 0. Donc, si nous prenons le centre 0, 0, c'est ça que j'ai encerclé en rouge là. Nous voulons maintenant représenter ces éléments-là. Donc, c'est facile. Si on prend 0, 0 ici, et donc, c'est pour donner cette pixel-là, on le met à 1. Ça veut dire qu'on est sur l'objet. Et les autres compléments, là, on met 0, 0, 0, 0. Monsieur, Oui. excusez-moi, je vais poser une question un peu bête. Bon, je vois qu'il y a 5 lignes, 5 colonnes dans le tableau. Ouais. Comment déjà on construit le tableau et sur quoi on se base pour remplir des 1 ou des 0 dans une case? Mais en avance, on ne peut pas savoir la taille du tableau. C'est après avoir fini de mettre les éléments là, parce que nous traitons ici avec des matrices carrées. Donc, après avoir représenté 0 là, et représenter les 1, 1, 1, vous voyez, ici, on a 1 ici, on a 1, 1, 1, 1. Donc, on ne peut que former pour pouvoir englober ce 1 là qui est à cette première colonne et c'est 1 là qui se situe peut-être à cette 5e ligne là et ce 1 qui se situe à cette 5e colonne, on peut délimiter la taille de la matrice. Donc, c'est après avoir dessiné les 1, 1, 1, 1 là qu'on peut maintenant faire la délimitation de la taille.
Maintenant, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait revenir sur la construction même des 1-1-1? Ah, où ça? Le, tu veux dire ce 1, Oui, oui. En fait, prenons, si je prends l'origine 0 ici, mhm, oui, cette valeur 1 là, tu vois le pointeau, oui. ok? Cette valeur 1, c'est ça pour coordonner. Quelle est la coordonnée de ceci? C'est Euh, 1-1. 1, 1. Oui, Et c'est ça qui est ici. d'accord. Maintenant, si je suis ici, les coordonnées, Euh, 1-3. je pense que ça doit être un 2. Ici, c'est un 1. Ici, ça doit être un 2. Ah, 1-2. OK. Un 2. OK. Maintenant, si je suis ici, c'est que je suis à la deuxième ligne, mais au sens négatif. D'accord. Là, je comprends mieux maintenant. OK, c'est bon maintenant. Oui, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Euh, bon, là, maintenant, on a un tableau et on veut l'ensemble correspondant à cet élément structurant. Pris comme origine. Notre origine ici, c'est 1. Notre origine, c'est 1. Ici, que j'ai encerclé en 0. Donc, vous voyez, dans l'exercice précédent, on nous a donné l'élément structurant sous forme d'ensemble de pixels et on a trouvé le tableau. Maintenant, ici, c'est que on a le tableau et on veut trouver l'ensemble de pixels. Bon, donc, si on est là, on prend l'origine de 0, 0. Ici, on est à 1, 0. 1, 0. Et ici, on est à 1, 1, n'est-ce pas? Mhm. OK. Et ici, 0, 1. voilà. Donc, tous ces ensembles-là, on peut le mettre dans E. Donc, au total, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pixels hein, dans E. OK. Maintenant, on va voir quelques applications de l'élément structurant à un point de l'espace. OK. Nous prenons notre E. Chaque fois que j'écris E là, il faut savoir que c'est un élément structurant. Et de E, c'est un sous-ensemble de Zn. Notre dimension, c'est L. Donc, quand on prend un élément X quelconque de notre... Dans ce, euh, ça s'est coupé à un moment donné. Je vais partager. OK. Vous arrivez à voir mon écran maintenant. Oui, c'est bon maintenant. OK. Donc, je parlais tantôt de l'application d'un élément structurant sur un pixel donné de l'image. Donc, si cette application-là, on le définit par l'ensemble EX. C'est l'ensemble des points de l'élément structurant avec le pixel. L'addition, on ajoute ce pixel qu'on a pris là avec les éléments de l'élément structurant. Bon, donc peut-être on va faire un exemple. Supposons hein, que nous prenons notre pixel 1, 1 et nous voulons appliquer
l'élément structurant E à X. Et par définition, tout à l'heure, j'ai dit que c'est juste l'ensemble V plus X. Et donc, je vais juste additionner. Hein. J'additionne 1 à moins 1, 2, moins 1, moins 1, et je trouve cet élément, moins 2, 0 plus ceci. Bon, donc j'ai mon ensemble EX. Maintenant, comment on peut le représenter? Supposons qu'un instant que nous avons représenté notre... bon, d'abord, on prend notre repère, logique notre repère ici à 0, et nous avons X, 1, qui est ici, là, qui est l'élément, quand on a pris l'élément quelconque, 1, ici. Notre élément structurant, ici et là, c'est ça que je le nomme ici. C'est ça l'élément E. Donc, à quoi ressemble EX? EX aussi, c'est un objet, c'est une image, un objet dans l'image, et on veut savoir la représentation sous forme de tableau. Donc, on peut directement représenter ces coordonnées-là après, moins 1, 0, moins 1, 1. Donc, après avoir représenté, on a EX. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Après la représentation-là, on peut observer quelque chose. On peut voir que nous avons juste fait la transposition. On a juste déplacé l'élément structurant pris comme origine 1 sur notre élément 1, 1. Donc, vous voyez ici, là, notre élément structurant, c'est 1, 1, 1. L'origine, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Voilà notre élément, ce que j'ai encadré en vert, là. C'est ça qui est notre élément structurant. Et nous voulons appliquer cet élément structurant sur le pixel 1, 1. Donc, on a juste fait une transposition centrée sur le pixel 1, 1. Et c'est ça qui nous donne cette forme-là. Ça peut aller. Donc, en fait, EX ici, c'est la translation de l'élément structuré E par le vecteur X de coordonnées 1, 1. Donc, on fait juste la transposition. Donc, c'est juste une façon de définir les coordonnées de pixels que l'on obtient en superposant l'origine de notre élément structurant au pixel X. Monsieur, Oui. sur les slides, on n'a pas... Est-ce qu'on peut voir l'impact de cette opération sur une image? Non. Juste à présent, ça dépend. Bien sûr que l'image serait différente. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que ce qu'on a pris là, qu'on vient de voir, ça change la forme de l'image. Bon, donc, en fait, ici, je suis en train d'introduire cela parce que nous voulons arriver à une opération, les deux opérations classiques, basiques de traitement d'image, c'est l'érosion et la dilatation. Donc, en fait, pour faire l'érosion et la dilatation, on a besoin de faire une application. Donc, on prend les éléments de l'élément structurant, qu'on les applique sur chaque pixel. Donc, l'érosion, on va voir tout à l'heure que l'érosion, peut-être ça permet d'élargir le fond. Peut-être si on a deux couleurs, là, on a le fond noir, le fond blanc. Lorsqu'on fait cette opération sur l'érosion, c'est comme si on est en train d'élargir, bien d'éclaircir plus le fond, la dilatation de rétrécir, dépendant de notre élément structurant. Donc, en fait, l'élément structurant aussi, là, c'est un objet, en fait. L'élément structurant, c'est un objet. On peut le prendre comme peut-être un cercle. Un cercle ou bien un point d'eau que nous voulons essayer
de mesurer ou d'agrandir l'image selon ce cercle-là. Bon, de façon visuelle, peut-être à la suite, tu vas voir quel est l'impact, l'effet de cette opération-là sur l'image. OK? Monsieur. Oui. Et dans ce cadre de translation de vecteur V, là, et l'image se déplace, mais ça ne change pas de forme normalement, n'est-ce pas? Ça va changer. Ça se déplace d'une position vers une autre, je pensais, pour une translation. On a translaté l'élément structurant vers cette position-là. Mais au final, je pense que c'est le même exemple, hein, je crois bien. Donc, à la fin, là, nous allons obtenir une image comme ça, hein, avec les parties que vous prenez, là, les parties 0, 0, 0 en bleu, là. C'est pris comme 1, 1, 1, 1. Bon, donc, on voit déjà une différence, non? L'élément structurant, c'est le 110. Oui? On voit une différence, mais le contour, en fait, de là où il y avait les 1, certes, ils ont changé certains 1 en 0, mais le contour, en fait, on dirait que c'est le même. Bien, Exactement, c'est ce que je... Oui. Le contour doit être le même. Ça, c'est clair. Le contour. ok. Ça doit être 1, 1, 1, 1, 1, parce qu'on a fait juste une translation. Mais ce que quelqu'un vient de dire tout à l'heure là, c'est bon, c'est juste une manière de peut-être de modifier un peu l'image, hein. Bon, peut-être on ne sait pas encore quel est l'effet réel de cette modification-là. Est-ce que peut-être c'est juste pour augmenter le contraste ou bien pour diluer on ne sait pas encore ce que on aura de façon visuelle cette opération pour le moment. Monsieur, Oui. est-ce qu'il existe des logiciels qui permettent genre, de faire ces manipulations, ces opérations-là et de voir le résultat de l'image après manipulation d'une opération, par exemple? Oui. C'est ça, en fait, le prochain slide. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on aura à utiliser ces logiciels, ces outils? Lorsque, D'accord. oui, lorsque on serait en train de programmer, parce que je pense que c'est la séquence de lorsqu'on veut peut-être représenter ces formes-là, on aura besoin de ces opérations-là, les opérations d'érosion, de dilatation, de fermeture, d'ouverture. Peut-être on vous donne une image I quelconque et on demande d'écrire un programme qui nous permettra d'avoir une autre forme d'image. Peut-être que c'est je donne peut-être deux images, A, B, et l'image B est obtenue à partir de l'image A, avec des séries de transitions. Peut-être on fait une éruption avec une dilatation ou bien une fermeture ou bien le gradient. Donc, avec cette série d'opérations, on va obtenir l'image B. Donc, notre travail ici, c'est de pouvoir coder, écrire un programme. On va utiliser MATLAB pour toutes ces opérations-là.
de partir d'une image A à une image B. Okay. Donc, je vais partager le prochain slide. OK. Donc, ça, c'est l'érosion dont je parlais tout à l'heure. Dans le but d'introduire l'élément structurant, c'est que ça va nous servir à faire l'érosion. En fait, l'érosion et la dilatation sont deux transformations de base en morphologie mathématique. Tous les autres algorithmes de traitement d'image se basent sur ces deux opérations principales. On va voir après les deux opérations fondamentales, c'est l'érosion et puis la dilatation. Après, on va voir la fermeture et l'ouverture. Donc, la fermeture et l'ouverture se basent sur l'érosion, la dilatation. Où est la dilatation? Donc, on peut définir l'érosion binaire tout comme l'érosion en niveau gris en termes de minimum. Donc, d'abord, on définit notre image. Comme on a dit tout à l'heure, notre image là, on le représente sous forme de fonction. On représente mathématique à n dimensions. OK? Donc, le A ici, c'est notre domaine. C'est l'ensemble des coordonnées de pixels à n dimensions. C'est ça qui est notre A. Et le B, ici, c'est la valeur de sortie. Et la valeur de sortie, ça dépend. C'est peut-être parfois, si c'est une image en niveau gris, la plage, c'est 0 à 255. Et on a dit que, dépendant de plus de précision, on peut élargir cette plage-là peut-être de 0 à 2 puissance 16 moins 1 ou bien 2 puissance 32 moins 1. Ça dépend du type de précision qu'on veut sur l'image. Dans le domaine médical, on veut plus de précision sur la plage. Donc, mais pour les images classiques, on a juste besoin de prendre 0,255. Donc ça, c'est la notation fonctionnelle d'une image. Et donc, l'érosion de l'image I par E. E, c'est notre élément structurant. Okay. On le note I moins E avec cette notation telle que, où tout élément de A, X est pris dans A. A, c'est l'ensemble des pixels. Et ça, on prend les valeurs minimales de tous les Y dans X, de I de Y. Peut-être cette définition est beaucoup plus théorique pour le moment. Bon, on va comprendre cela avec un exemple. Je prends cet exemple-là. Supposons que je prends mon élément structurant ici, E, qui est cette matrice-là, centrée en 1. Okay? Donc, la première des choses à faire ici, c'est que nous voulons trouver, peut-être on va prendre un élément ici. Supposons que nous sommes à cette case. On veut savoir quelle est la valeur de cette pixel-là après l'opération de l'érosion. Quelle est la valeur ici après l'opération, ou bien quelle est la valeur ici après cette opération. Donc, supposons que je suis
je prends la valeur 80. Ici, 80. 80, ici et là, sur l'image initiale, ce serait quelque part ici. Je crois bien. Ce serait quelque part ici. Donc, on va encercler ceci. Donc, on veut voir, au lieu de 80 là, après l'érosion, quelle autre valeur on peut obtenir. OK? Donc, à 80, on met cette case-là vide et on va faire une transposition. Parce qu'on a dit EX. N'oubliez pas, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure là, dans le slide passé, EX là, quand je dis EX, c'est l'application de l'élément structurant sur un élément de pixel. OK? Bon, donc, EX, c'est juste qu'on est en train de faire une transposition, une superposition de l'élément structurant sur le pixel X. Donc, ici et là, quand je prends le 80, on veut voir la valeur de 80, la valeur mise à jour. Donc, je vais transposer l'élément structurant à cette position-là. Donc, quand je transpose l'élément structurant à cette position, je vais encercler en fait toutes les valeurs que l'élément structurant va couvrir dans l'image initiale. Et donc, je prends la valeur minimale. Et c'est ça qui sera l'érosion sur cet élément-là. Peut-être pour illustrer, supposons que je suis à 93. OK? Je suis à 93 ici. Je veux savoir la valeur après l'érosion de 93 là. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on obtient 80 déjà. Mais ici, à 93, on va faire la superposition. La superposition de l'élément structurant sur 93, centré. Donc, le centre ici, 1, là, on le met à 93. OK? Et on voit la superposition qui est délimitée par le contour bleu. Vous voyez? Le E de X, c'est ça, E de X ici, c'est le contour bleu appliqué au pixel de valeur 93. Et ces valeurs-là qu'on obtient là, c'est 80, 93, 83, 110 et puis 112. Et on prend le minimum de toutes ces valeurs-là. Le minimum de toutes ces valeurs, ça nous donne 80. Et donc, la valeur après l'érosion, c'est 80. Est-ce qu'il y a... C'est compris? Monsieur, Oui. Moi, j'ai pas c'est seulement le pixel qu'on a choisi qui va prendre 80, pas tous les autres, ou bien? Reprends ta question, s'il te plaît. Comment dire, par rapport au contour qu'on a délimité, Oui. seul le pixel qu'on a choisi comme origine va prendre la valeur 80, ou bien tous ceux qui sont dans le contour vont prendre la valeur minimum qui est 80. Donc, l'origine qu'on a pris ici, là. Bon, OK. Au départ, on veut savoir, bon, ces cages-là, toutes les cages sont vides au départ, OK? Même toutes ces valeurs que tu vois là, normalement, c'est après l'érosion qu'on obtient toutes ces valeurs-là. Maintenant, supposons que je veux obtenir cette valeur-là, et c'est 93 ici, sur l'image initiale, OK? Maintenant, il faut faire une transposition, parce que notre élément structurant là, c'est 1, 1, 1, 1. Tu vois la forme de l'élément structurant, on va juste transposer sur l'élément 93. Là, maintenant, on veut faire l'érosion de l'élément 93. Hein. OK? D'accord. Maintenant, lorsqu'on transpose cela, le centre de l'élément structurant sur la valeur 93, on obtient ce contour-là. Ouais, le contour qu'on a, on a 80, 93, 83, 110, 112.
après la transposition, la superposition, en bleu. Donc, toutes les valeurs qui sont dans la case entourée en bleu là, on prend le minimum de toutes ces valeurs-là. OK? Et le minimum de toutes ces valeurs-là, c'est ça qui est 80. OK? Et c'est le 80 là qu'on va mettre ici. Donc, à la place de 93 là, on met le 80. OK? Ok, c'est bon. Merci. C'est bon. Donc, on fait de même. Pour toutes les valeurs du tableau. Donc, en fait, le 76 qu'on obtient ici, là, c'est après érosion qu'on a obtenu 76. Le 80 qu'on a ici, là, c'est après érosion. Donc, toutes les valeurs, on doit appliquer cette formule-là. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Pour le cas, oui, j'ai une question. Pour le cas du 76, là, par exemple, on peut essayer de voir comment c'est obtenu, comme c'est au coin du tableau. Oui, lequel? Le 76 ici, là. Tu parles de ce 76? Oui, ce qui est au coin supérieur gauche, là. Ici, non? Ici, non? Ici, là où mon pointeur. Non, Ici. c'est le tableau qui est à droite qui est transformé, n'est-ce pas? Oui, Je parle du 76 qu'on a obtenu. Le Ah, plus ici, 76. là. Ok. Ici, ok. Voilà. Donc, comment on a obtenu cette valeur 76 là? Tu vois, cette 76 là, initialement, c'était 82, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, on va faire la transposition de l'élément structurant centré en le centre 1 ici là. On fait la transposition, on le met ici. OK? Tu vois le contour qu'on a là. C'est ça la transposition de l'élément structurant. Ce que je suis en train de te montrer là. On le met ici. Donc, quand on le met ici là, tu vas remarquer que, en fait, on a des points en dehors. On a des points en dehors. On a peut-être le 1 là, c'est en dehors. OK? Oui. Et on aura la valeur 76, 77. Donc, Oui. après la superposition là, tu vas voir les valeurs du contour là, maintenant, ce sera 77, OK? Tu vois? 76, 82, OK? Et il y a deux autres points qui sont en dehors du tableau. Oui. Ça suit? Non, s'il vous plaît, moi, je vois plutôt OK? 82, 76 et 80. Le 77, là, n'est pas dedans. Oh, OK, oui. Tu as raison. OK? Donc, 82, oui. 76, 80. Et 80. Et Oui. il y a un autre point. Voilà, il y a un point en dehors qui est ici. C'est bon? Oui. Voilà. Oui. Il y a un point en dehors ici. Donc, dans ma définition là, lorsque Y est en dehors de l'ensemble des pixels là, Oui. l'érosion donne plus infini. On prend ça comme infini. OK? On prend ça comme infini. Donc, en fait, on a la valeur infinie ici, plus infini. On a 82, on a 80, on a quoi encore? On a 76, n'est-ce pas? Oui. Donc, la valeur ici, c'est 76. OK. D'accord, c'est compris maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est ça qu'on fait pour toute... un petit souci. OK. Petit problème de connexion. C'est bon maintenant, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. OK. Bon, donc, on continue. Hein. Donc, en fait, l'exemple de tout à l'heure, là, il y a deux exemples. Voilà, le premier est là.
on va peut-être essayer de changer l'élément structurant E. L'élément structurant E. Ouais, on a changé l'élément structurant. Avant, c'était de cette forme-là. Et puis, on prend cette nouvelle forme. OK? Maintenant, avec cet élément structurant, la remarque ici, c'est que lorsque l'élément structurant ne contient pas l'origine, on va avoir des infinis dans le résultat. OK. Donc, supposons, je prends le son 15 là, le son 15 avec cet élément structurant, mais l'origine ici, remarquez que l'origine ici, c'est pris à 0. L'origine de notre élément structurant. Donc, lorsqu'on le transpose ici à 75 là, on a, on peut voir le contour, on a plus infini, plus infini, plus infini, plus infini. Et donc, le minimum de tout ces plus infini, c'est plus infini. Donc, en fait, la valeur 75 n'est pas dedans. Vous voyez? Avant, c'est que on a pris comme origine de notre élément structurant un des points qui prend comme valeur 1. Un des points qui appartient à l'objet. Mais là, ici, là, on prend comme l'origine de notre élément structurant un des points qui ne sont pas qui ne sont pas sur l'objet. C'est pour cela qu'on a plus infini, plus infini, plus infini, plus infini. Donc, et on a dit dans la définition que lorsqu'on est en dehors, là, c'est qu'on prend plus infini, plus infini. Donc, vous voyez, la valeur de 75, là, après érosion, c'est plus infini. OK? Est-ce qu'il y a des questions là? Donc, on veut savoir maintenant quel est l'effet de l'érosion sur une image binaire. Préalablement, on a défini ce qu'on appelle une image binaire. Une image binaire, c'est une image qui a deux types de pixels. Les pixels de l'objet, représentés ici en blanc, et les pixels complément de l'objet, représentés ici en, on ne sait pas, le pixel noir. Donc ça, c'est un exemple d'image binaire, I. Et notre élément structurant, là, c'est E, c'est ce cercle-là. Ce cercle. Donc, on veut savoir à quoi ça va ressembler après avoir appliqué l'érosion. Quel résultat on peut déjà soupçonner après érosion? Donc, il faut d'abord représenter la forme matricielle de ce I-là. Quand on a la forme matricielle de ce I, il faut aussi prendre la forme matricielle de ce I et appliquer la représentation mathématique et on obtient une autre matrice qui est la matrice d'érosion. Et lorsqu'on va transcrire cette matrice-là sous forme d'image, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut observer après érosion là? Parce que ça, c'est des transformations mathématiques. Non, on peut écrire le programme, un programme qui va nous permettre de faire cette opération-là directement sur l'image. OK? Et donc, après, ça va ressortir cette image-là, après avoir appliqué l'érosion. Donc, on voit une petite différence là. Après érosion, on voit que l'on se propose en rouge. Tous les pixels qui étaient avant blancs dans l'image I, et qui se retrouvent maintenant noirs. L'érosion de I par E.
Donc, on a en fait élargi les zones noires. Vous avez remarqué que les zones noires ont été élargies sur l'image. Et on a rétréci les zones blanches. Donc, c'est ça un peu l'effet que ça. Vous allez voir que les zones blanches ont été rétrécies, mais les zones noires ont été élargies. Donc, c'est ça l'effet de l'érosion sur cette image binaire-là. Ça apporte une modification par rapport aux deux classes d'objets qu'on a. On a la classe noire, la classe de l'objet blanc, et la classe de l'objet des pixels noirs. Donc, l'érosion sur une image binaire, là, ça creuse les zones de l'objet blanche. OK? Donc, peut-être en TP, en pratique, on peut voir comment coder tout ça. Donc, la dilatation en niveau gris. Ici, on va définir un nouveau symbole. Le nouveau symbole ici, c'est E chapeau. Donc, pour pouvoir trouver l'élément, la dilatation, il faut nécessairement évaluer le E chapeau, qui est l'index de tous les éléments de l'élément structurant. Donc, je prends l'exemple. Si je prends notre E, l'élément structurant, on veut évaluer E chapeau. E chapeau, par définition, c'est moins X, moins X. OK? Donc, moins X, là, ce sont les valeurs de pixels. Hein. Ce n'est pas les valeurs qu'on fait moins, non, mais c'est les valeurs qu'on obtient. Donc, lorsqu'on a la forme du tableau, on transcrit sous forme de fonction. D'abord, sous forme de pixels, et on multiplie par moins, et on obtient ceci. OK? Après, maintenant, on peut le représenter sous forme matricielle. Et voilà ce que la représentation nous donne. Donc, qu'est-ce que vous observez là de E et E chapeau? Quelle opération géométrique? On dirait qu'il y a une rotation. Voilà, rotation. OK. Rotation de 180 degrés. Voilà. Donc, en fait, pour trouver E chapeau là, il faut juste faire la rotation de l'élément structurant de 180 degrés. On obtient E chapeau. Voilà. OK. Donc maintenant, avec ce E chapeau là, maintenant, on peut définir ce qu'on appelle dilatation. Et la dilatation se fait, c'est juste la même chose, hein, mais juste que l'érosion. Mais ici, la différence, c'est au lieu de minimum, on prend maximum. Maximum de tous les éléments dans le E chapeau. C'est simplement la différence. OK? Et pour tous les éléments qui sont en dehors de A, on prend cela comme moins infini. Tous les éléments qui sont en dehors de A. Ensemble. Donc bon, on va faire un exemple. OK. Je prends mon élément structurant qui est E, qui est défini par la matrice que vous voyez là, et l'image initiale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la première étape à faire? La première étape, c'est de trouver E chapeau, n'est-ce pas? C'est ça, E chapeau. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Donc, parce qu'on prend tous les maximums sur E chapeau de I de l'image. Et donc, il faut évaluer nécessairement le E chapeau de
de ceci. Et on a dit que pour évaluer le E chapeau, il suffit juste de faire une rotation de 180 degrés. OK? Donc, voilà ce que notre E chapeau va nous donner. Le chapeau va nous donner ceci. Maintenant, au lieu de travailler sur l'élément structurant lui-même, on va maintenant travailler sur le chapeau. Et on effectue la même opération comme précédemment. Donc, supposons que nous voulons trouver la valeur sur cette case-là. Dans cette case, on va faire la transposition. La valeur sur cette case-là, c'est à la position qui a pour valeur 80. Yes. Oui, c'est la valeur 80. Et donc, sur cette valeur 80-là, on va faire une transposition de cet élément, de l'élément structurant E chapeau là, la version modifiée là, on le transpose sur le 80. Donc, quand on le transpose sur le 80, on doit essayer de voir le contour. Quelles sont toutes les valeurs que l'élément structurant nous permet de délimiter. Donc, je pense qu'on aura 80. Oui. Le résultat, c'est 84. Vu qu'on prend le maximum. OK, 84. OK, tu prends le maximum. OK. Très bien. Donc, c'est ça. Mais supposons qu'on est à 80, là, on fait aussi la même chose. Et on prend le maximum juste. Je trouve le 96. Donc, on fait la même chose pour toutes les valeurs du tableau. Ça suit? Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, ici, je prends l'exemple où l'origine de notre repère n'est pas sur l'objet au niveau de l'élément structurant. L'origine ici, c'est 0, 0. Et ce n'est pas sur l'objet. L'objet contient des valeurs de pixels 1, 1, 1. Donc, on a 0 là. Comme on a dit, il faut trouver la modification de l'élément structurant là, qui est E chapeau en faisant la rotation et on obtient ceci. Et donc, on veut trouver maintenant les valeurs à la première colonne. Et la première ligne, première colonne, par exemple. La première ligne, première colonne. Ici, quelle valeur on va obtenir? Pas moins infini. Vu que ça. OK, en effet. Ouais. Parce que lorsqu'on fait la transposition là, on va avoir des valeurs qui sont en dehors, n'est-ce pas? On va avoir des valeurs qui sont en dehors. Et les valeurs qui sont en dehors, on a dit qu'on va considérer cela comme moins infini. Ici. OK. Et quand on fait la même chose, on obtiendra moins infini, moins infini, moins infini partout. Et ici, au lieu de 76, on va obtenir 82. Si c'est compris, d'accord, le question. Oui, c'est bon. Okay. Donc, effet, quel effet la dilatation a sur notre image binaire? Donc, lorsqu'on fait la
programmation de l'opération là, et on prend notre élément switchant comme ce disque rond là, sur l'image initiale binaire, on va voir une autre forme. On va voir une autre forme. Mais cette forme-là, on voit que c'est peu différent par rapport à la forme qu'on a obtenue précédemment avec l'érosion. Donc, ce qu'on observe là, c'est que la dilatation élargit les zones claires. On remarque que les zones claires, les zones blanches se sont élargies. Et les zones noires se sont rétrécies. Donc, en fait, notre dilatation aussi sur cette image binaire, ça, c'est juste une modification, un traitement pour pouvoir élargir les zones blanches et puis sombrir les zones noires. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut en conclure que plus la valeur du pixel est grande et plus la couleur sera blanche? Et inversement, plus la valeur du pixel est faible et plus la couleur sera noire? C'est une bonne question. Parce que la valeur qu'on obtient là, après l'érosion, si la valeur est plus grande, c'est comme c'est une dilatation, ça nous permet de beaucoup plus éclaircir la couleur blanche en fait. Mais si c'est plus faible là, si la valeur est faible, donc on aura moins d'éclaircissement de couleur blanche et plus de sombre, de couleur noire. Donc, notre couleur, la couleur blanche ici, c'est la couleur gris de base pour la dilatation. Donc, si on obtient une grande valeur, la valeur là, c'est une manière pour que l'image là, à ce niveau de pixel là, serait beaucoup plus éclairée, de couleur blanche. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Donc, en fait, ce disque polydien apparaît comme des... Bon, c'est un disque. Normalement, si on regarde bien de plus près là, c'est que lors de l'élargissement des couleurs blanches là, ça s'élargit en fonction de ce disque-là. C'est comme si on est en train de peindre la couleur, on veut éclaircir plus la couleur en utilisant un pointeur de cette forme. Donc ici, là, c'est que au lieu que les zones noires qui rognent sur les zones blanches, là, ce sont les zones blanches qui mangent sur les zones noires. Donc elles sont élargies proportionnellement à l'élément structurel. Okay. Maintenant, détecteur de contour. On appelle ça un gradient morphologique. On veut délimiter le contour. Donnant une image, on veut savoir comment est-ce qu'on peut pouvoir éclaircir le contour ou bien noircir le contour. C'est-à-dire les bords de l'image. Pour pouvoir détecter les bords
d'une image donnée, on va utiliser l'opération morphologique appelée gradient. Et le gradient morphologique, en fait, c'est calculé à base. Si vous arrivez à voir mon écran. Oui, on le voit. Donc, on veut une opération pour délimiter le contour de cette image-là, de cette table. Soit, est-ce qu'on veut voir la couleur blanche apparaître plus, soit la couleur noire avec l'érosion. Donc, on va appliquer des opérations de gradient morphologique. Oui. Donc, le gamma 4, là, c'est gamma 4, comme je disais, j'avais défini précédemment, c'est un élément structurant. C'est un élément structurant. Et donc, on fait la dilatation avec l'image initiale et on soustrait l'image. Donc, ça, c'est une forme de gradient morphologique. Quand on fait cette forme-là, on obtient cette apparition. Donc, les contours sont délimités à partir de l'interne. Et ici, lorsqu'on fait, on prend l'érosion, on voit une autre forme. Lorsqu'on prend la dilatation avec l'érosion, on voit une autre forme. On les soustrait. Donc, toutes ces différentes opérations-là, ça nous permet de délimiter le contour. Et vous voyez qu'on a utilisé l'érosion et la dilatation. Donc, le gradient interne ici, c'est défini par A moins A avec, si on fait l'érosion de l'image avec un élément structurant. Le gradient externe, c'est défini par ça, et le gradient morphologique, c'est défini par la différence des deux. On va s'arrêter là, mais vous pouvez lire l'autre partie là, qui est... Il y a un autre sur l'érosion et puis la fermeture. Je pense que vous avez accès à tout ça hein, sur la note de cours, comme ceci. Donc, vous allez voir que l'ouverture, en fait, aussi, voilà sa définition mathématique. On a utilisé la dilatation et puis l'érosion pour pouvoir avoir l'ouverture et aussi la fermeture. Voilà la définition. Bon, donc, toutes ces opérations-là, ça va nous servir à traiter l'image et avoir une forme. Et peut-être à la prochaine séquence, on va apprendre comment les coder en MATLAB. Bon, donc, il y a le TD1, essaye de faire le TD1, et de voir toutes les différentes opérations sur le TD1. Est-ce que vous avez des questions en général? On a bien fini. Pas de questions. OK. Merci, monsieur. Donc, Monsieur Moustapha va nous donner la date de la prochaine rencontre. Peut-être ça peut être le samedi prochain. Et à vous tenir informé de cela. OK. Merci pour l'écoute. Et puis, si vous avez des questions, à la prochaine rencontre, vous allez... Maintenant, il y a un devoir de maison là que j'ai donné. Donc, peut-être que j'ai donné certaines choses qu'on n'a pas pu
discuter ici. Donc, vous avez tout fait encore d'autres recherches avant de pouvoir le faire. OK. Maintenant, par rapport au contrôle continu, je ne sais pas comment ça s'organise. Je vais discuter avec tout ça. Donc, seulement pour le contrôle continu, c'est que ce serait ce qu'on a discuté là. Les slides que je viens je n'ai pas pris le slide 1, 2, 3, 4. Le contrôle continu sera là. Mais l'examen final, ce sera couvrir tout. Okay. D'accord. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est bon début. Ouais. Merci. Ouais.